Bonjour à tous et à toutes. Au nom de la Fondation pour la conservation de saumon atlantique et le Canadian Rivers Institute, soyez les bienvenus. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Mireille Chalifour et Madame Valérie Delisle-Gagnon de l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche. Madame Chalifour est directrice générale de l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche depuis 2004. Elle a été volontaire pour un organisme de bassin versant impliqué dans un processus participatif dans les Indes, en Équateur, entre 1995 et 2000. Elle a une DESS, formation en toxicologie de l'environnement et analyse de risque à l'Université de Montréal, une bac double majeur en études comparatives de développement et en études environnementales et des ressources à l'Université de Trent, puis une maîtrise en environnement en écologie politique appliquée à l'Université de York. Elle travaille à l'OBVMR depuis 2004, comme j'ai dit, où l'ensemble de plans directeurs de l'eau Matapédia-Restigouche a été élaboré en collectivité et en processus de réforme et mise à jour concertée de la troisième génération de plans d'action. Madame Delisle-Gagnon est chargée de projet et biologiste depuis 2014. Elle est technicienne diplômée de Cégep de Sainte-Foy, possède une bac en biologie et une maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats à l'Université de Québec à Rimouski. Elle a travaillé dans divers domaines tels que l'éntomologie forestière en Environnement Canada, comme auxiliaire d'enseignement à l'université, technicien en inventaire forestière, en recherche sur le zooplancton fluvial, en éntomologie et en inventaire botanique. Avant de commencer, veuillez noter que la période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Mireille et à Valérie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, merci beaucoup de cette chance de vous présenter ce beau projet que nous avons fait au niveau de la Matapédia et la Restigouche, alors qu'on nomme un jardin de puits pour le saumon. Alors, les mots créneaux qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est ralentir, répartir, capter et infiltrer. C'est vraiment ce qui est important pour ce projet. C'est un projet qui est fait grâce à la coopération de plusieurs partenaires qu'on va vous énumérer, mais notamment au niveau de la CGRMP, qui est la Corporation des gestionnaires des rivières Matapédia et Patapédia, qui sont des partenaires de lieu. Et on a aussi d'autres bailleurs de fonds qu'on va vous présenter à la suite plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est un bassin versant? Un bassin versant, c'est une unité géographique qu'on utilise beaucoup pour faire la gestion de l'eau au niveau des rivières et au niveau des lacs pour vraiment atténuer, s'assurer que la gestion de l'eau n'ait pas d'impact sur un ou l'autre utilisateur ou élément de la biodiversité. Donc, un bassin versant est géré il y a une ligne de partage des eaux. Au niveau de cette ligne de partage des eaux, on peut s'imaginer que finalement, tout ce qui est les montagnes, les lacs, les rivières sont à l'intérieur de ce bassin versant-là vont sortir à un seul exutoire. Donc, tout ce qui se passe sur ce terrain-là va venir impacter par rapport à la qualité de l'eau qu'on se retrouve dans cette rivière. Au niveau de l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche, on fait partie d'un des 40 organismes de bassin versant qui se trouvent au niveau du Québec. Donc, c'est la gestion intégrée de l'eau pour la partie québécoise du bassin versant de la Restigouche. Et on fait tout cela en concertation avec tous les acteurs du milieu. On va arrêter le ventilateur. Donc, les organismes de bassin versant, on couvre tout le territoire méridional au niveau du Québec. Et en couvrant ce territoire-là méridional, on a 4 organismes de bassin versant qui sont au niveau du Bas-Saint-Laurent, on en a 2 qui sont au niveau de la Gaspésie. Donc, c'est vraiment nos organismes de bassin versant qui sont voisins à nous. Notre particularité du bassin versant, on est un bassin versant avec un grand dénivelé. On se situe au cœur des Appalaches, on se déverse vers la Restigouche et non vers le fleuve Saint-Laurent. Comme vous pouvez voir ici, il y a l'altitude d'un côté
Et on a en bas, on a, attendez, ça. Et ici, on a la distance avec l'embouchure. Donc, on peut voir qu'on a des rivières qui descendent avec un bon dénivelé et qui occasionnent vraiment des flux et des crues importantes. Toutes les municipalités de notre bassin versant sont construites le long de la rivière et proches de ces affluents, de ces rivières-là, d'où l'impact humain qui vient à prendre en compte. La population du bassin versant de la rivière Matapédia et de la Restigouche est, pour le côté québécois, répartie au niveau du Québec. Donc, on a une population qui est 75% de la population vit sur les rives du bassin versant. Et l'autre pourcentage de population qui est plus accentué, c'est au niveau du Nouveau-Brunswick, qui a au-dessus de 21 ou 372 km nombre d'habitants, qui se retrouvent vraiment dans le secteur, qui est le plus le Nouveau-Brunswick. Il y a des petites communautés qui vivent également sur le côté nord de la baie des Chaleurs et de la rive de Restigouche. Et ces communautés-là également, c'est des petits villages avec un impact qui est moindre, excepté le grand village qui est de Pointe-à-la-Croix, la grande municipalité de Pointe-à-la-Croix et de la communauté de l'Estigouche. C'est intéressant de remarquer que vous le savez, la rivière Matapédia, c'est une rivière à saumon, puis elle est habitée là, dès l'amont. Cette rivière-là est habitée dès l'amont et à l'aval, contrairement à certaines autres rivières à saumon qui vont être surtout habitées à l'aval. Dont la plupart sont habitées à l'aval. La pêche, c'est un joyau de la Matapédia et de la Restigouche. C'est vraiment un joyau économique, autant que c'est un joyau qui est au cœur des gens. Donc, rien pour vous donner des chiffres là, au niveau de retombées directes au niveau de l'emploi et au niveau économique. Les camps de pêche, donc 23 camps de pêche, Québec, Nouveau-Brunswick, peut apporter jusqu'à 8,3 millions de dollars en direct. Des emplois directs de 235, donc c'est directement, sans compter tous les emplois indirects qui viennent reliés à ça. Au niveau des baux de pêche, pêche sur les eaux de la Couronne, les barrières, au-dessus des barrières du Dibé, au niveau du Nouveau-Brunswick, ça peut apporter aux alentours, en arrondissement de 650 000. Écotourisme, on a un autre 316 000 dollars. Recherche scientifique, donc tous les efforts scientifiques qui sont faits par les gens et par le milieu, on a un 400 000 qui est apporté à l'entour de ça. Et entretien des sites de camping au alentour de 108 000 dollars. Donc, ce qui représente une retombée directe de 10,5 millions de dollars pour juste les activités qui se passent proche de la rivière Restigouche, avec 322 emplois directs. Également, il y a la pêche, je tout l'ai dit, au niveau du Bas-Saint-Laurent qui peut apporter des retombées directes et indirectes qui vont entre 2,8 millions de dollars à 6,5 millions de dollars. Notre équipe, une équipe qui travaille à un organisme de bassin versant, nous sommes une équipe multidisciplinaire. On travaille de manière très interdisciplinaire, donc on met à profit les connaissances de chacun. Donc, on a des biologistes, on a des techniciens en aménagement, on a des agents de communication, biologie phonique, biologique au niveau végétal, information juridique, écotoxicologie, géographe. C'est ce qui constitue une équipe qui travaille à l'OBV et ce qui nous a aidé à faire le projet qu'on vous présente en ce moment. Notre philosophie d'approche de gestion du bassin versant au niveau du plan directeur de l'eau. Le plan directeur de l'eau qui est le mandat principal d'un organisme de bassin versant. On se doit faire un plan directeur de l'eau, c'est un Master Plan of Water. C'est vraiment un outil collectif de gestion, de planification pour faire une gestion de l'eau avec tous les acteurs impliqués. Donc, on implique tous les secteurs récréatifs, agricoles, municipal, phoniques, les citoyens. Donc, vraiment, à toute échelle, tout le monde devient des acteurs de l'eau à un moment donné de leur vie et de la journée même. Donc, c'est vraiment... on devient des acteurs de l'eau. Ce qu'on vit, c'est pas avoir des séances d'information, simplement. On veut pas être non plus en consultation. Souvent, je dis l'exemple de mon petit garçon, par exemple, qui venait me voir quand il était dans son plus jeune temps, puis il me disait, maman, les pantalons bleus ou les pantalons rouges que je mets? Puis je disais, mets les pantalons rouges, et il ressortait bonnement avec les pantalons bleus. Bon, il m'avait consulté, et c'est là le principe de consultation. Il faut faire attention à, on a une pseudo-participation, on peut avoir un sentiment de participation, mais qui n'est pas satisfait. On peut avoir partenariat, délégation de pouvoir, et c'est là qu'on rentre vers la participation réelle, où on veut avoir une coopération puis une responsabilisation. Et c'est notre mentalité, c'est notre manière d'approche dans les projets que nous montons.
Alors, ce que notre philosophie, c'est c'est souvent, on essaie d'éviter ce que les spécialistes choisissent, le contenu du programme et les participants s'y adaptent. Nous, ce qu'on prône, c'est vraiment que les acteurs continuent le processus de développement du plan directeur de l'eau et la mise en œuvre également. Comment on le fait, qu'est-ce qui est sur le menu, les sujets, comment on le fait. Dans la méthodologie, il y a un processus qui est politique et qui est vraiment à prendre en compte. Les enjeux et orientations du plan directeur de l'eau qui sont reliés au ruissellement urbain pour la Matapédia Restigouche sont reliés beaucoup aux conservations et restaurations des écosystèmes aquatiques, notamment. Il y a des enjeux éventuellement qu'on pourrait voir apparaître au niveau de la santé humaine qui pourraient avoir des impacts. Il y a des enjeux au niveau de santé-sécurité ou par rapport à les inondations, donc tout ce qui est amélioration des gestions de crues. Et dans notre enjeu de développement durable, on a mis comme un enjeu, nous, dans notre organisme de bassin versant au niveau de la table de concertation, c'est qu'on peut se développer de manière durable ou non. Donc, c'est un enjeu, c'est qu'est-ce qu'on risque de perdre ou gagner. Donc, c'est relié tout ça à la consommation d'eau potable et au développement harmonieux là, des diverses activités du territoire. Donc, tous les processus de concertation, les animations qui doivent se faire pour arriver à une gestion intégrée ou une gouvernance intégrée de l'eau. La ligne du temps au niveau du bassin versant, on a débuté, le bassin versant a commencé en 2003 et le temps qui se met en place. 2005, on avait une table de concertation et un conseil d'administration qui avait été séparé et on avait commencé nos activités d'activités pour connaître le bassin versant. On doit faire un portrait. Un portrait, il n'y a pas de données complètement. On a une donnée au niveau du lac Matapédia qui nous dit qu'il y avait un taux de phosphore qui n'y est pas, la donnée n'était pas fiable également au niveau du laboratoire. Donc, il a fallu vraiment partir en grande campagne de données pour connaître c'est quoi l'état de santé de nos rivières, des lacs et au niveau de l'habitat aquatique et également l'utilisation, les usages des villages et de tous les acteurs de l'eau. Qu'est-ce qu'il y avait comme impact au niveau de la Matapédia et la Restigouche? Notre première phase s'est faite avec le bassin versant de la Matapédia et on a eu une phase où notre territoire de couverture pour l'organisme de bassin versant a été agrandi et a été jusqu'à la rivière Escounac, petite rivière, au niveau du côté de la MRC d'Avignon. Donc, on a fait un grand processus participatif. On a eu au-dessus de 150 participants. Sur notre population, ça représente quand même un bon 10% de participation. Et la problématique qui était ciblée était vraiment déjà la sédimentation. Les gens voyaient déjà l'impact de la sédimentation qui se faisait à ce moment donné. De la même manière, la MRC de la Matapédia commençait à faire des études. On l'a regardé plus attentivement au niveau du lac Matapédia, qui est le deuxième plus grand lac à l'est du Québec, donc un beau lac à Toulasie, 3 communautés qui vivent sur la berge qui est la rive sud, une seigneurie qui est sur la rive nord. On voit les signes d'eutrophisation qui se voyaient. On voulait savoir qu'est-ce qu'il y en a au niveau du lac Matapédia. Selon cette modélisation du territoire, on a pu observer que le lac Matapédia avait atteint 93% de sa capacité de phosphore, de support au niveau du lac. Donc, ce qui veut dire qu'on peut s'imaginer le lac qui est une éponge et ce lac qui est une éponge va vraiment assumer tout au niveau du phosphore, va absorber. Et quand l'éponge est pleine, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un relargage. Et l'éponge du lac Matapédia pour absorber tout le phosphore est pleine à 93%. Donc, on est sûrement à une limite là, qui peut devenir dangereuse. C'est sûr que c'est une modélisation qui peut être... Est-ce qu'on a un peu moins que 93? Est-ce qu'on a dépassé 93 parce qu'on est en modélisation? Mais on sait qu'on est dans un niveau qu'il faut vraiment intervenir. Au niveau du lac Matapédia, donc, il va falloir travailler au niveau du phosphore. On a travaillé avec le secteur agricole. Donc, avec le secteur agricole, on a pu faire baisser le phosphore à des niveaux acceptables. Donc, le secteur agricole a travaillé entre 2008 et 2012. Tous les secteurs agricoles, c'est tout ce beau monde là, qui travaille ensemble. Ensuite, on aura fait également des cahiers agricoles pour tous les agriculteurs. On a regardé leurs champs, qu'est-ce qu'il y avait à faire, des actions qu'il y avait à faire pour les agriculteurs. On a mis des affiches qui indiquaient leur pente riveraine qui était à travailler. Et on a procédé à dire, d'accord, secteur agricole, on a amélioré la situation. On regarde la situation, on dit, on va faire le même processus, mettre accessible le plan directeur de l'eau pour les municipalités. Donc, on a commencé 11 municipalités riveraines qui ont été faites, soit de Sébec à Matapédia. De ces 11 municipalités riveraines, on a recommencé à faire les calculs de ce qui avait été fait en 2008 avec le lac Matapédia et on réalise que finalement, 5 hectares agricoles de terres agricoles
de culture et de pâturage équivaut à 1 hectare de terre habitée pour la région de Matapédia-Rescouche. Ça peut changer cette stratégie-là, cette réalité-là dans un autre moment donné, mais on a vraiment une autre réalité qui va venir se faire au niveau de la Matapédia. Secteur agricole, 5 pour 1 hectare habité. C'est une donnée très importante pour le projet. 28 citoyens, on s'est mis en action, on a commencé à faire des 28 citoyens, c'est ce qu'on va vous parler plus en détail, qui commence à se faire. On a commencé à continuer à faire les cahiers de riverains au niveau des autres municipalités riveraines pour éventuellement à réaliser qu'on a besoin de faire une gestion des sols au niveau de notre bassin versant. C'est une problématique qu'on voit dans toutes les villes, mais nous, on côtoie une rivière à saumon, on habite, on est en cohabitation avec une rivière à saumon, donc on doit se faire ce qui est le projet Résilience, qui est une communauté d'apprentissage pour développer des bons réflexes, une bonne gestion au niveau de tous les autres ruissellements, dans le contexte que les changements climatiques vont amener des crues beaucoup plus abondantes. Alors, les changements, comme je vous expliquais tantôt, on a vraiment, voici le phosphore qui a baissé, fait qu'on part de 2005 à 2012. On a la baisse du phosphore total qui a baissé, qui est vraiment intéressant au niveau de la 132. Vous voyez, à tout niveau, c'est un exemple que vous pouvez voir avec les 13 stations qu'on a suivies entre 2006 et 2012. Donc, l'effort agricole avait vraiment porté fruit. L'effort municipal, mais maintenant, il fallait faire redonner ce conseil puis faire un barème au niveau des efforts municipal. Donc, on a commencé, c'est connaître les bassins versants municipaux. On a les bassins versants de naturels qui est limité par les montagnes et autres. Mais dans les municipalités, il y a les rues, il y a les chaînes de rues, les réseaux pluviaux. Donc, il fallait vraiment refaire des bassins versants urbains. Donc, en faisant les bassins versants urbains, on a vraiment on a commencé à relever les caractéristiques des problématiques. On a prisé les aires de drainage, donc les bassins versants urbains, qui apportaient le plus de sédiments, le plus de particules fines. Donc, c'est ce qu'on vous voyez ici. Mettons, cet bassin versant-là, qui est le numéro 22, dans celle qu'on va travailler, apportait comme déjà un bon 11% de tout ce qui était d'apport au niveau de sédiments dans la rivière. Et vous pouvez également voir, tout ce que vous voyez ici, c'est vraiment tous les émissaires de tout ce qui vient du secteur urbain. Donc, on a vraiment une grande concentration qui se fait ici. Les municipalités dans notre région sont beaucoup enclavées. Donc, on a un fond de la vallée, puis après, on a vraiment des montagnes. Donc, il y a vraiment des endroits où on a une belle pente qui est un bon défi de gestion pour les eaux de pluie. Naturellement, dans un milieu, on a le ruissellement, en pleine pluie, pleine forêt, on a à peine 1% qui va ruisseler. Tout est capté par soit les zones humides, filtration se fait, une filtration plus profonde, il y a une filtration qui va aller faire pour la recherche des eaux souterraines, il y a de l'évaporation, mais il y a très peu de ruissellement en zone naturelle. Alors, c'est là qu'il fait le rôle écologique. Quand tout ça est en place, ça maintient la fraîcheur de l'eau, on a des tributaires en santé, un fond rocailleux et non de sédiments. C'est merveilleux, c'est ce qu'on veut. Qu'est-ce qui arrive quand on a un milieu urbain qui est alentour? Donc, on a un milieu urbain qui est alentour, ben, on vient noter nos endroits de filtration. Le cycle hydrologique est perturbé. On augmente tout ce qui est le ruissellement, qui des fois, dans les grands centres urbains, peut aller de 20 à 30%, tout dépendant de la surface imperméable qui peut exister. Donc, tout devant de rue devient un potentiel d'apport à la rivière qui amène un cocktail urbain de diverses choses qui amène vraiment la pollution au niveau des côtes. Qu'est-ce qu'on veut éviter? C'est qu'en ce moment, en recouvrant notre milieu de surface et de béton, de toit et de pavé, on a créé ce qu'on appelle des pics, vraiment, quand on a des grosses pluies, le débit descend nos rues et s'en va vers les trous d'hommes et crée un débit qui est d'importance. Et ce, avant qu'on habite le milieu, on avait vraiment un débit qui était bien atténué partout sur le milieu et qui avait une diminution graduelle parce qu'il y avait une recharge qui se faisait dans la nappe phréatique. Qu'est-ce qui occasionne, nous, c'est qu'il y a un grand débit et c'est flushé à la rivière et ça fait également que la recharge de la nappe phréatique est aussi diminuée. Il y a d'autres impacts au niveau environnemental. À quel moment qu'on commence à avoir un impact là, au niveau de la dégradation des écosystèmes, c'est à partir de 10%. Donc, 10% de surface imperméabilisée, on commence à avoir un impact. Vous voyez ici la ville d'Amkoui, là, c'est vraiment, là, on a beaucoup de petits milieux humides qui viennent impacter alentour.
Donc, quel est le problème pour le saumon? Le saumon, on a besoin d'eau fraîche, une eau fraîche sans sédiments, qui est libre de circulation, puis un substrat qui est bien oxygéné. Donc, ayant le substrat bien oxygéné, ça veut dire que ici, on a des cailloux, les œufs sont mis à l'intérieur, sont déposés à l'intérieur, et les alevins peuvent se déplacer et s'alimenter avec une bonne profusion d'oxygène dessous. C'est merveilleux, on a les conditions idéales là-dessus. Qu'est-ce qui arrive avec la problématique de sédimentation? Comme vous vous souvenez, tous les émissaires qui sont arrivés au milieu urbain. Donc, on a une eau qui est très forte et sédimentée qui arrive à la rivière et qui viennent se déposer. Donc, on vient déposer le sédiment fin, colmate les frayères, qui éventuellement vient irriter les branchies, nuit à la survie des œufs et des salmonidés et vient vraiment couvrir. Donc, là, on commence à avoir une perte là, au niveau de la qualité de l'habitat. Et à 0,2% d'apport, à 20% d'apport au niveau du milieu. Déjà, on observe vraiment des quantités, une mortalité potentielle qui est vraiment forte, qui peut aller jusqu'à 50%. Alors, ce qu'on a observé quand on a commencé à faire nos cahiers municipaux, c'est ceci. À Amqui, quand on sort, on a commencé à avoir des agents d'orage, finalement, ils sortaient en temps de pluie, puis on essayait de voir qu'est-ce qui arrivait. Alors, à Amqui, on se retrouve avec des bons panaches ici, Cosausqua, Amqui, un peu plus loin, à quoi ça peut ressembler au milieu du village. Ça, c'était en amont. Ça, c'est au milieu du village. Matapédia, OK, il y a une problématique qu'il y a à résoudre au niveau du sédiment. Les gens, d'ailleurs, l'avaient dit en 2005. Ils avaient spoté cette problématique-là. Les débarcadères au niveau des milieux plus lacustres, les municipalités, donc les débarcadères, les grandes aires de stationnement, devient également une bonne source d'approvisionnement de matière en suspension qui est vraiment bien détériorer toutes ces aires-là qui éventuellement étaient peut-être anciennement des aires de baignade et autres. Mais avec toute la part de sédiments, le milieu il est plus que content que produire des plantes aquatiques. C'est ce que vous voyez en ce moment. Alors, les sources, on voit le stationnement, les terrains qui sont mis à nu, ou la gestion est mince, l'érosion des sols, va dans nos trous d'hommes qui sont ici, qui vont éventuellement faire des ruisseaux. Donc, on a d'autres endroits, qui est Matapédia, un autre secteur habité au Cosausqua, avec une bonne ondée, un ruissellement qui peut emmener et qui emmène à la rivière. Tous ces ruisseaux vont mener à la rivière. Et qu'on se retrouve avec des panaches de sédiments de café-crème, finalement, qui sont non désirés dans un habitat aquatique de qualité tel qu'on a pour le saumon atlantique. Alors, encore d'autres exemples. Là, c'est pendant une pluie, et ça, c'est sans orage. D'autres exemples. Alors, on se retrouve ici, c'est après, c'est la même photo. Donc, à ce pont-là, il y a 5 émissaires. Alors, on peut voir l'impact de ces 5 émissaires-là au niveau de la rivière à Matapédia. Donc, les images vous vimos, vous comprenez la problématique. Alors, il y avait un problème. Donc, quel est le problème qu'il fallait régler? Donc, pour utiliser l'aménagement qu'il y a en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'autorisations au niveau du ministère. Donc, des fois, c'est complexe et difficile pour les municipalités. On a peur du changement. On parle d'une autre mentalité au niveau de la gestion des eaux pluviales. À place d'évacuer vite, on parle vraiment d'une autre mentalité. Nous, on veut infiltrer sur le terrain. Les temps de délai, l'argent, tout est relié à des temps trop courts. On n'a pas le temps de bien réfléchir les problèmes puis bien regarder le terrain pour s'assurer de faire une bonne gestion urbaine. Tout est fait de manière traditionnelle pour que ça aille au plus vite et ça coûte moins cher. Alors, le statu quo est aussi néfaste si on ne fait rien aussi. Donc, on a besoin également de certificats d'autorisation. Des situations étranges. Chaque fois, on se retrouve avec des gens qui se retrouvent dans des endroits inondés, mais les normes étaient respectées. Donc, il y a des secteurs qui sont inondés, mais dans les normes. On débarrasse l'eau au printemps le plus vite possible et après, on en manque en été quand on aurait peut-être pu assurer une infiltration plus grande. Un jardin de pluie pour le saumon, ralentir, répartir, capter et infiltrer, c'est le projet qui en ressortit. Donc, pour parler plus en détail de ce projet-là, la gestion durable des eaux de pluie, bon, c'est pas une nouvelle idée, là. On a mis quelques images de rapports là, qui existent déjà, puis c'est des rapports ministériels en Ontario, au Québec, mais aussi des choses plus vulgarisées là, qui proviennent des États-Unis, Nebraska et Californie. Les objectifs de ce projet-là, c'est de sensibiliser la population sur l'importance de bien gérer ces eaux de pluie en milieu urbain, habité finalement, d'amener les gens à reproduire un régime hydrique qui est plus naturel, donc avec des gestions optimales des eaux de pluie,
ce qui permet de favoriser une cohabitation pérenne avec le saumon. Puis surtout par rapport aux aléas des changements climatiques, donc ça se rajoute à tout ça, où on sait qu'on va avoir des crues plus soudaines, des pluies plus fortes, etc. Donc c'est encore plus important là, de faire attention à ces éléments-là par rapport à notre impact sur l'environnement. On veut aussi, puis ça c'est très important pour nous, on veut former et intégrer les intervenants municipaux dans la planification dès le début. Donc, on veut que les municipalités, c'est pas juste un projet clé en main qu'ils ont, on veut qu'ils fassent partie de ce processus-là depuis le début. Donc, on souhaite, pour avoir vraiment un résultat qui nous satisfait, on souhaite former une équipe de travail multidisciplinaire, donc avec les responsables des travaux publics, avec des élus, des aménagistes, des ingénieurs et des biologistes, et l'équipe de l'OPVMA, bien entendu. Tout ça pour éviter des conflits d'usage, pas tomber dans le piège de la peur du changement. Tu sais, les gens souvent ils disent « Ah, c'est bien beau, les ingénieurs sont venus, ont fait des affaires, mais ça ne marche pas pantoute. La gratte, elle accroche tout le temps l'hiver. » Puis on veut éviter ce genre de conflit-là. On veut que ça marche bien, que ça marche rondement, puis que les gens voient que finalement, c'est pas si difficile là, de faire ce genre de gestion-là. On veut aussi surtout se donner le temps de bien planifier tout ça. Là, on donne l'exemple de ne pas couler du solage avant que les plans soient terminés, puis on veut être opportuniste. Donc, voici, c'est nos partenaires. On a les 7 municipalités qui sont impliquées, Matapédia, Sainte-Florence-Côte-Verticale, Lac-Saumon, Anqui, Val-Bruyant et Sébec. Puis, l'implication dès le début des municipalités, entre autres financières, nous a permis d'aller chercher des appuis financiers externes très, très intéressants, dont la Fédération de conservation du saumon atlantique, la Fédération canadienne des municipalités avec le Fonds municipal vert, la MRC de Matapédia et Desjardins qui se sont impliqués. Puis, comme on disait au début, là, le projet ne serait pas possible si on avait l'implication de la CGRMP qui nous donne un bon coup de main d'un point de vue administratif et soutien de toutes sortes. Donc, le projet, il y a une phase qui est résidentielle, où on veut travailler résidence par résidence avec les citoyens. On veut aussi travailler au niveau de la municipalité. On veut regarder au niveau de la voirie municipale, donc des rues, des emprises de rues. Puis, on veut aussi voir si c'est nécessaire là, de faire des aménagements peut-être juste avant l'arrivée de l'eau à la rivière, donc peut-être faire des aménagements en aval. Pour ce qui est de la partie résidentielle, donc l'objectif, c'est de reproduire pour chaque terrain des citoyens participants un régime hydrique qui serait plus naturel. On prend en compte la topographie, la capacité d'infiltration du sol et le pourcentage de terrain imperméabilisé. Ce qui est le fun à ce moment-là, puis vous allez voir aussi plus loin, c'est qu'on invite les citoyens dans le cadre de 3 formations à aller voir eux-mêmes sur le terrain c'est quoi ces éléments-là, puis de faire eux-mêmes le retour diagnostic. Donc, là, c'est différentes activités qu'on fait au niveau résidentiel, donc plusieurs publicités, de la distribution d'informations, du porte-à-porte, des séances d'information pour le projet, les formations en tant que telles, donc une série de 3 formations dans chaque municipalité. On élabore les plans d'aménagement avec les citoyens participants, puis ensuite, on fait les travaux. Puis ce qui n'est pas écrit là, c'est qu'après ça, les citoyens sont aussi amenés à faire un suivi environnemental de ces travaux-là, de nous aider dans le suivi, puis de continuer à observer le fonctionnement de l'environnement. Les municipalités, eux, sont impliquées déjà depuis l'automne 2015. Ils ont une participation financière, oui, mais ils participent surtout en rencontres de travail, en visite de terrain. Ils participent à l'élaboration des plans avec nous. Ils ont rencontré les ingénieurs. Puis, ils participent aussi là, lors des travaux, donc ils fournissent camions, pelles mécaniques et employés. C'est un très, 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 très gros aide. Puis ça paraît au niveau financier. Les avantages pour la municipalité de participer à ça, ben, c'est sûr que c'est mettre en valeur ce qui nous caractérise. L'habitat du saumon, la pêche au saumon, la rivière Matapédia, c'est quand même un élément très, très important dans l'identité des gens ici. Donc, c'est mettre en valeur ce joyau-là, développer le sentiment d'appartenance des citoyens par rapport à ça, avoir une meilleure résilience face au changement climatique, bien sûr, améliorer la qualité de l'habitat. Puis, bon, on dit des points de plus pour Fleuron du Québec parce que là, on fleurit les rues, on amène toutes sortes d'aménagements qui sont souvent paysagers, on augmente la durabilité des infrastructures, puis le fait que les municipalités participent aussi activement, ça donne vraiment une aide au niveau citoyen. Les citoyens ont l'impression que l'effort qu'ils mettent chez eux, ben, c'est à quelque part, ça se reflète dans ce que la municipalité fait aussi comme effort. Fait que ça paraît au niveau du projet.
C'est un peu comme ça qu'on l'a vendu aux citoyens. On n'avait pas encore d'exemple concret dans la Matapédia, mais on disait, nous, ce qu'on veut chez vous, c'est un bel aménagement de fleurs, finalement, pour éviter la boîte dans la rivière. Ça a parlé quand même beaucoup. Là, on a eu des citoyens qui ont bien réagi à ce genre d'imagerie. Ici, on met vraiment l'emphase sur le fait que chaque aménagement fait une différence. Donc, oui, ça fait une différence si on a 4 maisons qui participent à la fin. Toutes les maisons de la rue qui font un peu leur effort, bien, on a vraiment un impact au niveau des bassins versants. Ici, ce qu'on propose aux citoyens, c'est une série de 3 formations. On leur remet un cahier qu'on a déjà produit là, sur leur municipalité. On offre du soutien, la révision pour les plans d'aménagement. On va sur le terrain visiter la propriété avec eux pour valider les plans qu'ils ont faits. On amène une bonne partie des matériaux. Jusqu'à maintenant, on amène tous les matériaux nécessaires aux aménagements. Mais ça, c'est toujours selon le budget et les subventions qu'on reçoit. La machinerie est fournie par la municipalité. On prend en charge les délais. Tout ça, c'est quand même beaucoup d'efforts et de casse-tête qui sont gérés par nous et par le projet. On offre un ornement de jardin pour identifier le projet bien comme qui est joli, qu'on met devant les jardins des gens pour qu'ils puissent qu'on voit que ça fait partie, qu'ils ont fait cet aménagement-là dans le cadre d'un projet. Puis, on offre aussi 10 plans d'iris verticolaires. Donc, c'est une valeur totale estimée à 920, puis on offre ça pour ce ensemble de l'art aux citoyens. L'idée de faire payer les citoyens, c'est que pour vraiment aussi qu'il y ait un engagement pour que les citoyens s'impliquent, puis que le jardin puits, l'installation qui est faite, elle soit pérenne, là, que les gens en prennent soin. Les gens réalisent que c'est pas gratuit, pas pour rien, puis qu'ils en prennent soin. Dans les formations, ce que ça contient, donc on explique en formation 1 comment faire l'autodiagnostic de la propriété, vraiment voir quelles zones sont imperméables, qu'est-ce qui est une zone imperméable, comment la mesurer, comment faire un test de perméabilité du sol aussi, c'est très important, et à quels endroits les faire. En formation 2, quelles sont les techniques qui existent pour gérer les eaux de pluie. On amène un soutien technique par rapport à ce qu'ils ont fait suite à la formation 1. Alors, on leur donne des devoirs à faire. Puis, on va un peu plus loin, donc comment faire un plan d'aménagement. On amène un soutien technique aussi, donc quelle forme va avoir le jardin de pluie, puis quel type d'aménagement paysager peut y avoir, quelles plantes on choisit. En formation 3, là, on présente les plans finaux que les gens ont fait. On en discute ensemble, on révise ça. Puis, on commence à organiser là, plus l'achat de plantes en groupe. On organise les travaux résidentiels. Également, on regarde en groupe parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le petit côté jardinier, donc on peut éventuellement échanger des plantes entre nous. Donc, c'est vraiment qu'on essaie de mettre ça accessible à tous les gens. Donc, ici, on a des photos des formations qui ont eu lieu à Matapédia. Donc, il y a plusieurs photos. On voit ici les gens là, qui discutent puis qui regardent quels calculs ils ont fait, puis avec un peu de soutien de la part de Mireille. Et ici, même chose. On a remarqué vraiment, les gens nous l'ont dit, qu'ils ont remarqué que ça a renforcé les liens de voisinage. Tu sais, c'est des gens qui se connaissaient, qui habitent dans le même quartier. À Matapédia, les gens se connaissent beaucoup. Mais là, d'aller vraiment à 3 formations de suite, discuter ensemble, même ils se sont entraidés sur leur terrain des fois pour prendre certaines mesures. Puis ça a vraiment eu un effet là, sur les liens de voisinage qui était intéressant. Ici, on voit l'exemple un peu de type de plan qu'on peut avoir à la fin. Moi, on trouvait ça très important de conserver le plan que le citoyen a lui-même fait. Et ce qu'on voit en arrière, c'est les dessins, c'est le plan, les calculs que le citoyen lui-même a pris. Nous, après, on fait un scan de ça, puis on va tracer par-dessus juste pour confirmer vraiment qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain avec eux, parce qu'ils sont toujours là sur les visites de terrain. Puis pour voir est-ce qu'on s'entend. Donc, oui, la section A, on va amener les gouttières à tel endroit. Puis tout ça, c'est un peu pour confirmer tout ce qu'on a vu sur le terrain avec eux. Ici, il y aura un jardin de pluie là, un jardin de pluie ici, puis possiblement une bande drainante de ce côté-ci. Fait qu'on voit aussi comment on a amené les citoyens à calculer toutes les surfaces imperméables au niveau du milieu, donc là, son stationnement, son petit cabanon, sa maison, et voir le calcul de ces aires de surface, ces superficies-là, nous aide à déterminer la dimension des jardins de pluie ou des aménagements qui viennent après. Donc ici, c'est un peu plus de détails. Donc, pour chaque section, là, on est allé un peu plus en détail. La superficie drainée, la superficie de l'aménagement disponible. Qu'est-ce qu'on propose comme aménagement? Est-ce qu'il y a des contraintes? Le trop-plein, il faut toujours y penser. Donc, le trop-plein va aller où? Oui, c'est bien beau, on va envoyer l'eau de pluie dans un jardin de pluie.
quand il va déborder, parce que ça déborde toujours, cette eau-là va aller où? On veut surtout pas que ça aille vers la maison. Puis, des fois, il y a des étapes là, requises avant de pouvoir faire les aménagements. Des photos de travaux, c'est mes photos préférées, parce qu'on voit tout le monde qui travaille ensemble. Puis, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus aider. On a eu vraiment beaucoup de chance là, à ce groupe de citoyens-là. Il y a des gens qui étaient avec nous toute la semaine. Ils ont fait un 40 heures semaine de travaux avec nous. Ça n'a pas chômé. On peut passer, là, on voit ici un drain filtrant, quelqu'un qui calcule la pente. C'est quelque chose oui, c'est le drain filtrant, c'est important. Quand on fait un drainage urbain, un drainage résidentiel, c'est toujours, faut amener ça plus loin à 4 mètres de la maison. Et c'est là qu'il faut vraiment considérer les mesures. Des fois, il y a des maisons qu'on ne pouvait pas amener ça à 4 mètres, donc il y a d'autres mesures qui devaient être réfléchies. C'est quelqu'un qui mesure la pente pour s'assurer que la pente est correcte. Ici, c'est un stationnement là, dont la partie aval est retravaillée pour que l'eau s'infiltre plus facilement puis circule là, dans cette direction-là plutôt qu'aller dans la rue. Ici, un autre drain, une autre tranchée filtrante, une petite pause après bien du creusage. Il faisait chaud. Un autre tranchée. Ouais. Comme on peut voir également, on a la municipalité qui nous ont aidés là, dans les tranchées et autres, puis pour pouvoir s'assurer de nous faciliter tout ouvrage qui était fait avec les citoyens. Fait qu'on a vraiment un beau travail citoyen comme municipal. Ici, de l'aide qu'on a reçue du groupe de recherche de l'Estigouche. Encore des travaux, l'appel mécanique au travail. Ici, ce qu'on voit, ça amène bien mon prochain sujet, on voit notre dispositif de recherche, c'est comme ça qu'on l'a appelé, là, mais bon, c'est si compliqué que ça, qui nous permet de voir si les aménagements débordent. C'est important de voir est-ce que nos calculs ont fonctionné, est-ce que nos aménagements sont bien dimensionnés. C'est ça quelque chose puis, en fait, ça a l'air d'être juste une plaque de gazon, mais c'est un puits absorbant qui est en dessous, là, on voit où le gazon est un peu moins joli. C'est qu'il a été enlevé, on a fait un gros trou, puis je me souviens plus exactement à cet endroit-là, là, mais c'est du gravier là, qui est là pour recueillir l'eau de pluie de façon souterraine, puis ça va faire vraiment un bassin de rétention là, où l'eau va pouvoir s'infiltrer plus lentement. Puis ce dispositif-là va nous permettre de voir est-ce que ça déborde dans le temps de pluie. Est-ce que tu expliques comment il fonctionne? Oui, là. Donc, pour faire le suivi du fonctionnement des aménagements, on veut savoir est-ce qu'on a vraiment une diminution en volume d'eau, donc est-ce qu'on retient bien le volume d'eau qu'on avait prévu, puis est-ce qu'on retient aussi la quantité de sédiments qu'on a prévu. Donc, on veut faire ça pour chacun des aménagements installés. Ça commence par le volume d'eau. Donc, on a ce dispositif-là qui est en fait un tube de PVC, bien ordinaire de plomberie. Le fond est fermé. On a mis du gravier dans le fond pour être sûr que ça ne flotte pas quand l'eau monte dans l'aménagement. On a un couvercle qui est amovible, donc pour que les gens puissent observer à l'intérieur est-ce qu'il y a de l'eau dedans, puis puissent aussi le vider une fois de temps en temps, idéalement après chaque grosse pluie. Puis, on a un trou là, qui est placé pour un trou de chaque côté du tube de PVC qui est placé à bonne hauteur, à la hauteur exacte du trop-plein de l'aménagement. Donc, on veut que l'eau monte dans l'aménagement, puis si elle vient à déborder, donc à sortir par le trop-plein, mais qu'elle va aussi rentrer dans le tube, ce qui va nous permettre d'avoir une trace que l'aménagement a débordé. Puis, on demande aux citoyens donc d'observer la quantité de pluie qui est tombée. On leur fournit un pluviomètre. Puis, après une grosse pluie, puis ils vont voir dans leur dispositif, est-ce qu'il y a de l'eau qui est dans le dispositif? Donc, est-ce que oui ou non, l'aménagement a débordé? Puis nous, c'est sûr que c'est des aménagements qu'on a fait. On a calculé des récurrences 2 ans. Donc, si on a une pluie de récurrence 10 ans, on s'attend à ce que ça déborde. Puis au niveau des sédiments, ça, on va le faire ce printemps. Donc, je n'ai pas de photo concrète. Je vous ai fait un dessin. Où on voit ici un jardin de pluie là, qui n'est pas encore rempli de tours, mais où on pourrait placer, ici c'est l'arrivée de l'eau, donc on pourrait placer une barrière à sédiments à l'arrivée pendant quelques semaines ou peut-être un mois. Il faut avoir quelques bonnes pluies. Puis après, on va voir combien il y a de sédiments qui vont avoir été captés par la barrière de sédiments. Puis on fait la même chose après à l'aval. Donc on place une barrière de sédiments, on la laisse encore quelques semaines, quelques bonnes pluies. Puis on regarde combien de sédiments sont captés ici. Donc on arrive comme ça à savoir combien de sédiments sont conservés dans le jardin de pluie. Voir son efficacité. Oui. Quelque chose à rajouter? Non. Une autre chose qu'on a remarqué aussi en faisant des recherches sur qu'est-ce qui est disponible comme documentation, c'est qu'il existe beaucoup de documentation très technique au Québec puis ailleurs au Canada,
Mais de la documentation vulgarisée, des documents qui s'adressent vraiment aux citoyens, nous, on n'en a pas trouvé qui nous satisfaisaient. On va dire ça comme ça, il y en existe peut-être qu'on ne les a pas trouvés, mais puis donc, on a décidé de faire affaire avec l'Université du Nebraska qui ont fait ce cahier-là qui s'appelle Site Selection and Sizing Guide pour les jardins de fruits, Rain Garden Design. Puis on l'a fait traduire, on est en train de finaliser la mise en page. Et l'adapter au niveau du Québec, parce qu'on est quand même dans un contexte du Nebraska. Et ça, tout ça se fait vraiment en partenaire avec le Nebraska. Donc, on suit, puis il y a des petites vidéos également qui sont à l'intérieur de ça. Ces vidéos-là également ont été traduites. Donc, on a vraiment une belle coopération là, de l'Université du Nebraska. C'est vraiment un beau partenaire. Au niveau municipal, bon, on n'a pas encore de photos de travaux à montrer, ça va venir plus tard, mais on montre un peu le genre d'exemples qu'il peut y avoir. C'est très variable, mais ici, c'est un bâtiment municipal à Laval où ils ont vraiment fait quelque chose voulaient montrer que ça peut être vraiment beau, un aménagement de gestion de l'eau de pluie. Donc, à l'avant du bâtiment, c'est un marais où il y a beaucoup de fleurs plus aquatiques. Puis, on voit le long, donc, dans le toit de la galerie, il y a carrément des trous qui ont été faits. Puis, l'eau, au lieu de passer par une gouttière, elle descend à l'intérieur de la galerie. Puis, sur la galerie, là, il y a une tranchée là, qui récupère l'eau puis qui va alimenter par en dessous de la galerie le marais. Donc, ça fait une espèce de rideau de pluie qui a un peu, puis voilà. C'est juste peut-être fait au niveau municipal et qui peut être très joli. Ici, bon, c'est des exemples ailleurs dans le monde de nous avec des grosses roches pour ralentir la vitesse du courant là, quand on est en pente. Ici, qui peut être très simple, puis qu'on voit parfois déjà à Montréal puis ailleurs au Québec, où l'idée, c'est carrément de rendre la route plus étroite à certains endroits, puis de faire des trous dans la chaîne de trottoir où on va envoyer l'eau de pluie là, volontairement, qui vont aller alimenter des plates-bandes, des arbres, tout sortes d'aménagements paysagers possibles. Et c'est ça quand on parle de nouvelles manières de faire, parce que souvent, on veut vraiment les chaînes de trottoir. Même des fois, on voit les communautés qu'on voit dans certaines communautés, ils veulent avoir les chaînes de trottoir, mais au fond, la chaîne de trottoir n'est vraiment pas une solution à ce qui est, parce qu'on veut s'urbaniser, on veut avoir l'air d'une grande ville, mais la solution des grandes villes n'est vraiment pas viable, elle n'est pas pérenne pour le milieu aquatique qui est alentour. D'ailleurs, il va falloir que tout le monde commence à infiltrer. Fait qu'il faut, nous, on tente de passer le message, non, le fossé peut être très utile, les jardins de pluie, d'autres aménagements peuvent être très utiles, mais le tout à l'égout, comme on voit avec les chaînes de rue, c'est pas viable pour notre habitat aquatique. Puis l'intérêt aussi d'un aménagement comme ça, où on rend la route plus étroite, c'est qu'on a tendance à ralentir en sortant de la route avant de tourner le coin de la rue. Dans un quartier résidentiel, c'est bien apprécié. Ici, bon, c'est des marais qui ont été reconstruits, bassin Emerson, là, je ne sais plus dans quelle municipalité au Québec, mais qui se retrouve être un gros bassin de rétention d'eau de pluie finalement, mais qui est transformé en marais. Donc, on revient, ça c'est vraiment la dernière solution là, avant que ça aille à la rivière ou ça aille au plan d'eau. D'un coup qu'on a tout géré par terrain, au niveau des fossés, c'est comme une dernière étape qui peut être présente. C'est sûr que de ce genre d'aménagement-là, ça demande, ça sort de nos compétences à nous, à l'OBD. Donc, on est allé chercher une équipe d'ingénieurs qui s'appelle La Salle, puis qui vont nous aider là, à faire des calculs, puis à vraiment aller plus en détail pour ce genre de solutions-là qui demandent quand même toutes sortes de modélisation. Donc voilà, au niveau municipal, on a pas mal fait le tour, mais c'est ça, pour élaborer les plans préliminaires, on veut faire des rencontres de groupes de travail, élaborer une ébauche par la firme d'ingénieurs. Ensuite, on retourne en termes de travail avec les municipalités. On veut s'assurer que les aménagements répondent aux besoins, ne créent pas de conflit d'usage. On veut être innovateur, puis on veut être bien compris par tout le monde. On veut que les aménagements soient compris aussi, ça sert à quoi, c'est quoi, puis comment ça s'entretient. C'est pour ça qu'on veut aussi faire une élaboration, un plan d'entretien avec les intervenants municipaux. Ici, donc, on a une synthèse préliminaire, une étude préliminaire donc qui a été faite par La Salle. C'est le tout premier document, c'est encore préliminaire, mais on peut regarder là, quelques résultats. Ils ont utilisé une pluie de conception ordinaire là, qui 25 millilitres pour durer 6 heures, donc c'est à peu près 90% des événements de pluie. Ici, ça montre un peu le genre de travail qu'ils ont fait. Donc, ils ont vraiment recréé là, chaque section, chaque petit bassin versant, qu'est-ce qui est une toiture, qu'est-ce qui est une entrée, qu'est-ce qui est de la pelouse.
Puis, avec les drains, le drainage actuel existant, et on fait ça pour les 4 de nos municipalités. Ici, c'est Sébec. Ce qui est intéressant, à Sébec, on voit qu'il y a beaucoup de pelouse, beaucoup de forêts. Donc, il s'agit d'un endroit un peu différent des 3 autres où on a une zone au centre ici, là, qui est un grand terrain vague avec un grand terrain de grand stationnement de gravier. Puis qui était fort probablement anciennement un milieu humide. Le drainage est très mauvais, puis il y a certains canaux de drainage qui existent déjà dedans, mais ils n'arrivent jamais vraiment à le drainer. Ça reste un problème, ça reste un endroit pas intéressant. Puis on aimerait profiter de ce projet-là pour pouvoir revitaliser cet endroit-là qui est quand même au cœur du quartier résidentiel, puis en faire quelque chose là, qui serait vraiment un milieu de vie qui serait intéressant puis pratique. Et régler le problème d'inondation qui se retrouve également dans les caves. Dans les caves des gens, dans les cours arrière des gens, etc. Donc, probablement créer un milieu humide, recréer un milieu humide, finalement, pour aller plus proche de son hydrologie naturelle. Donc, avec les premiers modèles que la salle a fait à Sébec, ce qu'on voit, c'est que eux, ils l'ont fait sans tenir compte de la création d'un milieu humide. C'est important. On voit qu'à l'exutoire du sous-bassin, si on faisait des aménagements qui seraient probablement au niveau des stationnements ici, il n'y a pas énormément de différence au niveau du débit à l'exutoire. Par contre, si on regarde seulement au niveau du ruissellement qu'il y aurait sur les surfaces imperméables, là, on voit une bonne différence quand même. Puis c'est là qu'on pense que pour Sébec, ce serait important d'aller prendre en compte la création d'un milieu humide puis vraiment modéliser l'impact que ça fait. Ensuite, Matapédia, on a le quartier résidentiel touché qui est ici, puis qui est à l'aval d'une bonne montagne, là, qui est toute la partie ici qu'on voit en forêt. Ici, c'est un centre de ski, donc on peut imaginer le genre de topographie qu'on a à cet endroit-là. Beaucoup d'eau qui arrive de cette montagne-là qui est à gérer. Ici, ce qu'on voit, c'est ce qu'on va voir pour les autres municipalités. Donc, en rouge, c'est le débit actuel modélisé avec la pluie de conception. En orange, c'est si on débranche toutes les toitures, donc s'il n'y a plus de gouttières de toiture qui arrivent au réseau. En vert, c'est si on enlève les toitures, si on débranche les toitures et si on gère les entrées privées des gens. Puis en bleu, c'est si on débranche les toitures, si on gère les entrées privées et si on gère la rue aussi. Là, on commence à avoir vraiment une réduction de débit qui est intéressante. Quasi moitié. Quasi moitié, oui. À Cozapscal, ici aussi, on est donc en la rivière Matapédia qui passe ici. C'est le quartier de résidentiel qui est visé, une topographie assez accidentée. On voit ici toute la montagne qui s'écoule dans cette direction-là. Beaucoup de pentes là, dans ce quartier-là. Puis ici, c'est un élément qui est aussi important. Il y a la 132 là, qui passe là, puis qui va capter pas mal d'eau de pluie. Ici, pareil, donc on voit les mêmes courbes, conditions actuelles, sans toiture et entrée privée. Ici, on voit que la différence avec la rue et sans la rue est très grande, puis c'est en partie à cause de la 132. Donc, les efforts de gestion d'eau, c'est là qu'on peut orienter nos efforts de gestion d'eau, va être plus efficace si on s'oriente au niveau de la rue en tant que tel. Oui, puis donc, le MTQ, dans le cas de Cozapscal, va vraiment être important d'être impliqué là, en tant que partenaire. Ouais. Ici, à Amkoui, donc c'est un quartier beaucoup plus résidentiel, disons, traditionnel. Donc, on voit là toutes les rues, voilà, comme on dit tout à l'heure. Même chose ici, conditions actuelles, sans toiture et entrée privée. Là, les différences sont beaucoup plus marquées parce qu'on a vraiment un quartier qui est plus résidentiel, beaucoup de rues. Puis on a une diminution de débit là, qui est vraiment importante là, si on arrive à débrancher les toitures, gérer les entrées privées et gérer la rue aussi. À ce moment donné-là, comme pour Amkoui, par exemple, si on ôte les toitures, juste les entrées privées, sans s'occuper de la rue, on a diminué de plus que la moitié toute l'eau qui vient d'entrer dans le système des eaux pluviales. Donc, les surverses qui se passent à Amkoui, comme vous avez vu, là, la rivière se trouve complètement ensédimentée après la pluie. On vient régler vraiment une grosse problématique à ce point-là. Parce qu'ici, on a quand même tout ce quartier-là qui est en pente aussi, qui a une bonne pente, puis qui s'écoule, puis qui sort à un seul point là, qui est ici là, dans la rivière Matapédia, puis il y a un bon delta d'accumulation de sédiments. Donc, Cozapscal, voirie, Amkoui, ça va être surtout au niveau résidentiel. Et le défi est bon, surtout avec 200 maisons environ dans ce secteur. Oui, quand même. Ici, à Amkoui, donc les ingénieurs ont poussé un petit peu plus loin l'exemple où ils ont regardé là, si on arrivait à réduire 25 au niveau résidentiel, si on arrivait à réduire jusqu'à 75 au niveau résidentiel, puis après ça, bon, si on ajoute le secteur privé puis le secteur public. Puis on voit là, les différences là, que ça donne au niveau du débit.
c'est pour donner un exemple un peu de ce qu'ils ont fait comme travail. Ici, c'est à Amqui, où on voit les types de gestion d'aménagement d'eau de pluie, donc des bandes filtrantes et des aires de biorétention en bleu, puis en vert des bandes filtrantes. Donc, ils sont vraiment allés là, à chaque endroit possible dans le quartier où on pouvait faire des aménagements. Quel type d'aménagement serait plausible, puis quel impact ça aurait. Donc, c'est vraiment un travail intéressant qu'ils font. Ici, pour vous donner un exemple, c'est à l'intersection rue des Pins, intersection avec la rue Laval. On voit bien que ça serait le fun puis assez facile là, avec l'emprise de la rue que la municipalité a de faire des aménagements ici là, le long des haies de cèdre. En plus, les haies de cèdre, ça absorbe beaucoup d'eau. Tout à fait. Et aussi ôter la chaîne de trottoir. Donc, on revient aux fossés, mais à des fossés efficaces, qu'on appelle des nœuds. Ensuite, ça, c'était pour la partie donc de génie, les 4 municipalités qu'on vient de présenter. Ici, c'est la partie de l'OBVMR. Donc, nous, qu'on fait aussi, on en a fait à Val-Brillant, à Lac-aux-Saumons et à Sainte-Florence. On a fait des plans d'aménagement, on a fait aussi des modélisations PC Swim, comme il appelle, pour voir si nos aménagements seraient efficaces. On l'a fait au Lac-aux-Saumons, puis on l'a fait ici à Sainte-Florence. À Sainte-Florence, c'est un peu différent, c'est beaucoup des saignées tout le long d'une route, des fossés de dissipation, fossés de crème, des seuils de rétention, là, comme on voit ici. Qu'est-ce qui arrive, c'est que toute la forêt privée va vraiment s'infiltrer et vient impacter au niveau du secteur résidentiel qui se retrouve en pas, où il se retrouve vraiment avec une abondance d'eau importante. Donc, dans le cas de Sainte-Florence, j'ai écrit Lac-aux-Saumons en haut, mais c'était Sainte-Florence. Oui. Dans le cas de Sainte-Florence, c'est 2 routes forestières là, qui descendent d'une bonne montagne puis qui arrivent dans le village, là, puis qui créent des accumulations de sédiments. Non. Finalement, ben, il y a une participation des institutions qui est très intéressante, puis qu'on n'avait pas prévue, mais qu'on trouve vraiment très pertinente. Au niveau du CEMEC qui est à Amqui, qui est le Centre matapédien d'études collégiales, puis le cégep. Donc, ici, on voit des étudiants là, du cégep qui font des mesures, là, puis qui ont intégré ça dans un de leurs cours l'année passée. Ici, on regarde dans un trou d'homme parce qu'on est allé chercher des sédiments dans le fond d'un trou d'homme dans le cadre de cours au CEMEC. Pour analyser qu'est-ce qu'on se retrouvait, avec quelles substances qu'on retrouvait au niveau des sédiments, si on peut voir les particules. Donc, par exemple, on a pu voir l'impact des piscines. Beaucoup de chlore. Beaucoup de chlore qui se retrouve vraiment encore dans les sédiments, même en plein hiver. Ici, c'est les étudiantes de l'école secondaire Forimont qui est à Causapscaire et qui prennent des échantillons de bentos pour voir l'impact amont et aval d'une arrivée du réseau pluvial de notre quartier. Puis ils ont présenté ces résultats-là à l'Expo Science l'année passée. Et les résultantes, c'est que oui, il y a un impact. Dans cette petite distance-là, on se retrouve avec 20 mètres de différence de localisation. Avant et après le pluvial, il y a un impact au niveau là, des macrobiotes, des macro-invertébrés qui se retrouvent dans la rivière. On s'attendait à un impact, mais on ne s'attendait pas à un impact aussi évident que ça. Ça a quand même été une surprise. Puis ici, les étudiants des écoles primaires des Plateaux, Saint-Alexis, de Saint-François et des Plateaux, de Saint-François d'Assise et des Plateaux de Matapédia. Donc, on les implique également, on a impliqué des jeunes là, dans le suivi. La même affaire, on en regarde en amont du pluvial et en aval du pluvial de Matapédia. Et on analyse avec les deux. Une fois en classe, on regarde le bentos. Et voilà. J'ai terminé. Donc, je vous invite à visiter notre page de blog qui s'appelle Des jardins de pluie pour le saumon et notre page Facebook où on met régulièrement des informations aussi. Voilà, on a un projet complémentaire là, qui est à venir de plan de gestion des plan de gestion des sols qui s'appelle Résilience, dont on a un peu effleuré le sujet. Voilà, en somme, c'était cette aire de drainage modèle qu'on voulait faire, différente, puis qui pouvait servir de lieu d'éducation pour toutes les autres régions de secteur alentour de notre région. Alors, le dialogue dans l'action, je ne peux penser pour les autres ni sans les autres. C'est une belle phrase que j'aime bien, c'est que vraiment le dialogue est important pour vraiment arriver à un beau momentum, à une belle solution. Et j'aime aussi de se rappeler des fois le triste aspect de notre vie en ce moment, c'est que la science rassemble plein de connaissances plus vite que la société va rassembler la sagesse d'agir. Fait que c'est sûr que bouger les citoyens, bouger les municipalités demande un certain temps. Les municipalités sont prêtes avec les citoyens. On va partir une grande campagne de sensibilisation pour que les citoyens qui sont dans le secteur urbain réalisent que le trou d'homme qui est en face de chez eux est directement collecté à la rivière.
une rivière à saumon qu'ils aiment bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des idées, des discussions? On est prêt, dispo. Merci beaucoup pour cette excellente présentation, c'était fantastique. Donc, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez utiliser le panneau de configuration de GoTo, c'est la petite boîte grise au coin supérieur droit de votre écran. Donc, vous pouvez lever votre main, c'est l'icône avec la petite main et la flèche verte, et nous allons activer votre microphone. Ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et je la lirai à haute voix. I should say as well, if you would like to ask your question in English, you are welcome to do so. Donc, on attend des questions. Parfois, ça prend quelques minutes afin de taper les questions. Donc, est-ce qu'il y a je vais poser une question moi-même, est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt dans les communautés par les résidents pour ce projet? On a eu une belle participation. On voit des communautés qui sont vraiment plus connectées à la rivière. Donc, une belle participation qu'il y a eu à Matapédia, où vous avez vu les citoyens qui ont travaillé vraiment ensemble. Puis, on pense que des municipalités, tu sais, aussitôt qu'on grossit la municipalité, ça devient un défi à Amqui, notamment, comme vous avez vu dans le secteur. Quand on a fait le porte-à-porte et impliquer les gens pour les inviter à participer dans le projet, ils réalisaient pas. Ils disaient, mais de toute façon, moi, j'ai pas d'impact, je vis pas à côté de la rivière. Donc, vraiment, il vient l'importance de rendre compte que les gens, puis on a beaucoup focalisé dans les dernières années sur les bandes riveraines et sur le bord des rives, mais toute l'utilisation du territoire, tu sais, comme autant qu'on regarde les terres agricoles, quand on a travaillé avec eux, on a travaillé beaucoup sur la gestion du sol au niveau des terres agricoles pour diminuer tout ce qui est l'impact des matières en suspension et autres. Ça se fait pas juste dans la rive. C'est la même affaire au niveau urbain. Tout se fait à l'intérieur du territoire, tu sais, ça fait de maison en maison. Donc, chaque maison devient un bassin versant et chacun devra avoir sa responsabilité pour gérer sa propre eau de pluie. C'est comme un processus de recyclage qu'on avait commencé, ça prend plus de 8 ans, puis même encore, c'est difficile. Mais ce processus-là, on devra encore les réfléchir, puis le mettre comme qu'on doit capter nos eaux de pluie, on doit s'assurer de les ralentir, des infiltrer pour vraiment freiner tout ce ruissellement-là qui est nocif à notre environnement. Mais là, on se rend compte qu'on va avoir besoin de faire plus de publicité, plus d'aller vraiment faire une campagne de sensibilisation sur ce sujet-là, puis faire réaliser les gens que c'est pas juste de l'eau de pluie, puis que c'est pas parce que de l'eau de pluie que c'est pas pollué. Puis ce qui est bien, c'est que là, on a des exemples à montrer comme quoi ça se fait, que ça marche, puis que c'est beau. Alors que quand des fois, si je dis qu'après la pluie, je me dis, ça sent tout beau, c'est tout propre, la pluie, tout nettoyé. Il y a une rivière, il y a des habitats aquatiques qui ont vraiment récolté toute la saleté qui était dans les rues à ce moment donné-là. C'est que c'est vraiment, quand ça sent tout beau, tout propre après une pluie, posez-vous des questions, dites-vous où a été tous ces sédiments-là, où a été les polluants, les contaminants, mais ça a été dans la rivière et ça a augmenté. C'est vraiment un cocktail qui a vraiment une part importante. Et comme on vous a dit, on a scientifiquement au niveau du macro-invertébré, on a observé des résultats, qu'il y a une différence. Donc, il y a vraiment quelque chose à regarder au niveau de l'habitat. Et dans notre cas de bassin versant, on vit à l'amont d'un bassin versant de saumon atlantique. Donc, on doit, pour maintenir cette cohabitation-là, on devra penser à ça, surtout dans le contexte du changement climatique. D'accord, merci beaucoup. Nous avons reçu 2 questions. Donc, la première question vient de Frank Johnson qui demande Hello, are the reductions in runoff observed or results of a model? And he also wanted to say kudos on your great work. Thank you. C'est le résultat d'un modèle. Oui, ce qu'on a observé, les graphes qu'on a montrés, là, c'est les résultats d'une modélisation. Donc, ce qui va nous rester à faire, là, c'est de voir vraiment avec, comme je disais tantôt, le système pour voir est-ce que l'aménagement déborde ou non après une pluie. C'est là qu'on va pouvoir voir est-ce que nos calculs sont bons, donc est-ce qu'on arrive à diminuer le volume d'eau qu'on a prévu diminuer, donc des pluies de l'équivalent de 2 ans. Puis ce modèle, ça c'est par modèle, et ça on voit juste par les observations qui sont faites avec les jardins de pluie qu'on a mis au niveau des résidents, parce qu'on a appelé les résidents à observer les crues qu'on a eues cet automne et autres, et les résidents, ils disent qu'il n'y a plus d'eau qui ruisselle dans la rue. Donc, on a stoppé dans ces endroits-là, il n'y a plus d'eau qui ruisselle. Et le débordement de nos jardins de pluie,
Il y en a juste un qui est problématique, on va retravailler. Mais à part ça, les jardins de pluie fournissent encore plus que ce qu'on avait prévu là, depuis 2 ans. Donc, on n'a pas mesuré cet effet-là, mais on peut l'observer. Les résidents l'ont observé. Il y a moins d'eau qui ruisselle après les grosses pluies dans ces secteurs où on a mis les jardins de pluie et les infrastructures. Merci. La prochaine question vient de Pedro Nilo. Puis il a dit merci pour la présentation. En milieu urbain, est-ce que les sols très argileux sont aussi propices au débranchement des surfaces imperméables? C'est intéressant que vous posiez cette question-là parce que justement, le manuel du Nebraska, quand on a voulu l'adapter à la situation, quand on travaillait dans l'adaptation québécoise, on regardait leur niveau d'absorption, puis on réalisait qu'eux géraient un sol qui est très argileux. Et c'est dans les méthodes qu'ils offrent, il y a une possibilité, mais il faut vraiment faire attention. Ça demande des mesures au niveau technique et de la confection de l'infrastructure pour que ça soit fait de manière correcte. Donc, il faut changer les sols. Des fois, il faut complètement changer le sol, remettre peut-être un sol qui est plus tourbe. Il faut faire attention pour ne pas créer du ciment quand on y met Pas de sable. pas de sable. On ne met pas de sable parce que vous créez une belle cuvette là, de ciment. Puis c'est sûr, ça prend des surfaces peut-être plus grandes, là, vu que le sol il absorbe moins d'eau, mais il y a des possibilités. Ouais. C'est comme je dis, les guides du Nebraska sont adaptés avec un sol argileux. Fait que c'est fort intéressant à regarder. D'accord, merci beaucoup. Notre prochaine question vient de Michel Chouinard. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Michel, vous pouvez poser votre question? Est-ce que tu es là, Michel? Allô, Michel? Je ne sais pas si tu peux m'entendre. Hein? Oui, maintenant. Tu peux m'entendre? Moi, je ne peux pas t'entendre présentement. Ça va? Oui, ça va très bien. Poser la question? OK. Oui. Vous avez une bonne participation. Il y a beaucoup de partenaires, une bonne participation. C'était quoi l'élément motivateur premier? Est-ce que c'était la qualité de la rivière ou votre pouvoir de persuasion? Quand on parlait des étapes au début, qu'on a fait le cahier agricole, qu'on a fait le cahier municipal, quand on faisait le cahier municipal, qui était un sommaire du portrait du milieu aquatique et toute la ressource eau au niveau de chacune municipalité, l'entente qu'on avait avec la municipalité, c'est qu'ils devaient venir avec nous sur le terrain pour qu'on leur présente les problématiques observées dans leur municipalité. Donc, on a pris les élus, les travailleurs, les employés municipaux, les directeurs généraux, le directeur des travaux publics, on les a emmenés avec nous sur le terrain. Et en l'emmenant sur les terrains, à ce moment donné, on leur montrait la problématique. Puis comme un des élus me disait, il dit maintenant, Mireille, il dit, je passe à côté, puis je peux plus l'ignorer parce que tu me montrais qu'est-ce qu'il y avait comme problématique, parce que la problématique, elle était flagrante à certains endroits. Donc, ce fut là, vraiment l'élément déclencheur à ce niveau-là. Ils ont dit, on a pu vraiment affirmer, on les a emmenés avec la preuve sur place qu'il y a une problématique. Donc, les 7 municipalités, ayant fait ça sur les 7 municipalités, on s'est dit, êtes-vous prêts à travailler ensemble? On est 7, on se met de pair, puis on essaie d'aller avancer sur cette problématique-là. Est-ce que tu as pu entendre la réponse, Michel? Oui, je pense que oui. Donc, merci beaucoup à Mireille et Valérie. Je vous remercie à nouveau. C'était une excellente présentation. Merci beaucoup. Un petit rappel aux participants. Notre prochain webinaire aura lieu le 7 février. Nathalie Angelopoulos de l'Université de Hull au Royaume-Uni fera une présentation au sujet de nouveaux outils géomatiques pour la planification et l'analyse de la restauration des rivières. Cette présentation sera en anglais. Le prochain webinaire en français sera le 2 février. Carol Ann Gillis du Conseil de gestion de bassin versant de la rivière Restigouche fera une présentation intitulée « La pêche électrique, une introduction aux principes et aux techniques ». C'est la fin de notre session de webinaire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation. À la prochaine. Merci à toi, Lala. Merci, FCFC.